On est en mars 2059. Je reprends le cours de mon récit que j'avais interrompu au moins en automne dernier. Peut-être parce que c'est le moment où il fait le plus humide et le plus froid. Et que je n'ai pas le temps à ce moment-là. Ou bien que je traverse une période tellement différente que le reste de l'année que je ne peux plus faire ce récit comme à l'habitude. Je ne sais pas si vous avez écouté ou lu le récit de l'année dernière et ceux de mes souvenirs. Mais je vais continuer encore à remettre sur le tapis ce qu'il s'est passé depuis les années 70 où je suis né. En 2019, les Gilets jaunes ont commencé à se manifester. Vous n'avez peut-être pas entendu parler d'eux dans ce récit encore, mais parce il était peut-être trop tôt pour en parler. Mais c'est avec l'intervention de Priscilla Ludowski, je crois que c'est ça son nom, que tout a éclaté et a fait basculer la politique mondiale dans une sorte de révolution nécessaire, puisque c'était une période en 2019 où les personnes les plus riches essayaient de conserver leurs privilèges à tout prix, de façon de plus en plus grossière et ostentatoire. Et en même temps, les réseaux sociaux, comme on les appelait à ce moment-là, c'est-à-dire tous ces sites, quand l'Internet marchait, où pouvaient de plus en plus surtout, se rencontrer et organiser les gens. Ils pouvaient s'organiser en masse. On fait précipiter l'absurdité. Ils ont précipité l'absurdité Ils ont rendu visible cette absurdité. L'absurdité de la manipulation, de la propagande à laquelle s'étaient adonnés les médias pendant 40 ans. C'est-à-dire que le système de l'oligarchie des années 70, mis en place dans ces années-là, s'est révélé après 40 ans, donc dans les années 2010, un système corrompu et les gens ont commencé à ouvrir les yeux
et à se rendre compte qu'en fait, ils étaient manipulés depuis longtemps, avec notamment l'horreur de la crise de ses conséquences, par exemple en Espagne ou dans beaucoup de pays, que vivaient des centaines de milliers de gens déjà à cette époque, qui se retrouvaient du jour au lendemain à la rue parce que des banques rachetaient leurs biens immobiliers pour une raison ou pour une autre, pour 1 euro symbolique, sans qu'ils aient eux-mêmes le droit de payer ce euro symbolique. C'est-à-dire qu'en fait, pour parler simplement, les lois, la justice, a commencé dans ces années-là à être écrite directement par les banquiers et par l'oligarchie. Donc là, je parle de grossièreté dans le sens où c'est devenu tellement absurde, tellement criant, cette injustice sociale, qui a évolué vers quelque chose de terrible dans ces années-là. Alors que dans les années 70, on pouvait, les années 80, 90 aussi, on pouvait encore espérer que les choses s'arrangeraient, que ce qu'on appelait la crise pétrolière à l'époque allait déboucher sur, allait se résorber par elle-même. Donc on a cru longtemps jusqu'aux années 2008, la fameuse crise financière de 2008. La crise immobilière aussi, comme on l'appelle, et qui nous renvoie donc à ces horreurs qui se sont passées après en Grèce et en 2012 en Grèce et en 2016, je crois, en Espagne ensuite, où des centaines de milliers de personnes ou ont, ont été condamnées à quitter leur logement. Et en réalité, dès les premiers mois, des dizaines de milliers de gens trop pauvres pour affronter en fait les nouvelles lois que le gouvernement oligarque qui dominait toute l'Europe peu à peu, créant une sorte de monarchie ou comment dire, une sorte de politique monochrome, on pourrait appeler ça comme ça. Donc la politique monochrome, c'est-à-dire le pouvoir, la toute-puissance de l'oligarchie, qui, prise de peur de perdre leurs privilèges, avait renforcé chaque semaine un peu plus l'injustice sociale pour pouvoir grignoter non seulement sur la classe moyenne, mais aussi et surtout sur les plus faibles, sur les pauvres, ceux qui s'en sortaient à peine dans les années 90 et qui, dans les années 2000-2010, ont vu très rapidement leur situation s'effondrer. Et donc ces centaines de milliers d'Espagnols, et bientôt de Français, et d'Italiens, et de Grecs, et d'Anglais, et on peut continuer comme ça jusqu'à toute l'Europe, se sont retrouvés dans une situation de misère extrême, à peine dite, à peine révélée par les médias, et dont on ne présageait pas, dont on ne
ressentait pas, dont on ne connaissait pas encore l'ampleur à cette époque. C'est-à-dire qu'en fait, même l'autocensure créée par ces médias et par ce système de réseaux sociaux, comme on les appelait, par ce système qui se mettait en place de l'Internet, avec Facebook, les sites s'appelaient Facebook, YouTube, et peu à peu, chacun de ces gros sites monochromes qui reflétaient justement ce désir de pouvoir de la classe oligarque, qui forcément grossissait elle aussi au fur et à mesure où elle gagnait de la puissance, où elle avait besoin de gagner de la puissance aussi. Donc des partenaires, des soutiens, elle grossissait, mais vraiment d'une façon minime par rapport à ce qui se passait dans les classes moyennes et les classes pauvres. Et même les classes un peu supérieures commençaient à voir leur propre vie menacée, donc commençaient à comprendre et à se battre aux côtés des Gilets jaunes pour arrêter cette grossièreté, cette manigance, cette manipulation si ostentatoire, sans vergogne, parce qu'ils croyaient que les médias allaient être assez puissants pour les protéger. Le président Macron, par exemple, se permettait en France, se permettait de sympathiser avec une foule choisie sur le volet pour créer une image de président populaire. Mais dans les circonstances où de plus en plus de gens comprenaient ce qui se passait, puisque c'était si grossier, si ostentatoire, il y avait constamment des dérapages. C'est-à-dire que dans cette foule, dans ces débats qui n'en finissaient jamais, à la télévision, sur des dizaines de chaînes, retransmis comme une soap opéra, les gens se lassaient forcément de ces ficelles politiques qui ne fonctionnaient plus. Et les supporters des Gilets jaunes sont devenus tellement nombreux, même s'ils n'allaient pas dans la rue, que le rire, le ridicule, le comique de la situation, comme dans il faut bien le dire, comme dans une dictature, mais une dictature molle, comme on l'appelait à l'époque, celle du président Macron. C'était une sorte de monarchie comique, comme le roi Ubu. Un roi tellement imbu de lui-même et croyant tellement qu'il réussit tout ce qu'il fait qu'il finit par être moqué par tout le monde. Mais il continue, il insiste jusqu'à plus pouvoir jusqu'à perdre son pouvoir. Et c'est ça ça a été le grand mystère de qu'est-ce qu'il y aura après. Qu'est-ce qui va remplacer ça? Qu'est-ce qui va aboutir? À quoi va-t-on... C'est peut-être pour ça qu'il y avait un soutien très fort de la population pour les Gilets jaunes, mais
des hauts et des bas dans les manifestations et dans le soutien visible. Parce que c'est facile de dire qu'on soutient les Gilets jaunes quand on est anonyme, mais quand on est visible, on, on a peur. On a peur de quoi? Ben, on a peur d'abord de ce que le gouvernement dit qu'il va faire et qu'il fait, c'est-à-dire les arrestations, la violence policière, et qui ne va pas comme dans une dictature jusqu'à la torture ou à l'électricité ou, ou les mais qui reste quand même à un niveau suffisamment effrayant et grotesque pour, euh, pour, pour dissuader une grande partie de la population à rejoindre un mouvement légitime de ras-le-bol, de démocratie, tout simplement. Et il faut pas croire que ces années-là, 2018-2019, où a commencé le mouvement des Gilets jaunes, ont été des années très réjouissantes, même si, même si c'était le début d'une réaction saine qui ne pouvait être que meilleure que celle où l'on se trouvait auparavant, quand on acceptait tout sans réagir. C'était aussi beaucoup de, comme je l'ai dit, en Espagne, en Italie, partout, beaucoup de gens qui tombaient dans des états de misère, ou même pas seulement pour l'argent, mais de psychologique, des suicides de plus en plus fréquents, des gens confrontés à l'existence la plus absurde, la plus difficile qui soit, celle où on perd tout, ses amis, sa famille, son travail, et où il ne reste plus que le groupe des Gilets jaunes, en l'occurrence, pour vous soutenir dans la vie de tous les jours, et où ça devient comme une drogue, en fait, qu'on ne peut plus se passer de... Quand on a commencé, on a mis un pied dedans, on ne peut plus s'arrêter, puisque toute la société est faite et est créée autour de ce pouvoir oligarque qui se met en place pour anéantir le mouvement. Donc, il y a beaucoup de perdants, forcément, dans ces cas-là. Et pour en revenir à ce chapitre, ce premier chapitre de la deuxième partie de 2058, l'Odyssée nue, je voudrais parler finalement de ce qui s'est passé sur les médias sociaux, les réseaux sociaux qui étaient de facto à la base des Gilets jaunes, là où s'organisait le mouvement, bien malgré la volonté de ces sites qui étaient tenus par les oligarques eux-mêmes, et qui très vite, notamment Zuckerberg de Facebook, ont tout aussi grossièrement censuré et essayé d'écarter le maximum d'informations réelles sur ce qui se passait. Et comme à la base ce site s'était construit sur la vérité, sur la volonté d'informer tout ce qui se passe dans le monde,
il ne pouvait pas faire de la propagande, il ne pouvait pas cacher la vérité des images, des faits, et quand, par exemple, la chose la plus criante, c'était quand le gouvernement, chaque samedi, puisque c'était le samedi qu'il y avait les manifestations, chaque samedi, le gouvernement parlait, donnait un chiffre, parce qu'il était obligé de le donner, pour faire sérieux, dans les médias les plus vus, et que derrière ces chiffres, il y avait une image qui prouvait qu'il y avait 10 fois plus de personnes, voire beaucoup plus que le chiffre annoncé. Donc quand l'image euh, l'image s'opposait en fait au discours officiel dans sa réalité la plus crue, dans sa vérité la plus crue. Euh, les gens commençaient à réclamer une, un média différent, forcément, puisque le mensonge était si criant que même un enfant comprenait ce qui se passait. Et donc, tous les moyens étaient bons, mais ça a été vraiment, ça a été vraiment comment dire, avec Facebook, ce qu'a fait Facebook, puis les autres médias, les uns après les autres grands médias et leur censure, ça a été terrible pour la population, car toute la liberté qui s'exprimait dans les débuts de l'Internet, dans les années 90, c'était récent encore, dans les années 2019. Ça ne faisait que 30 ans que ça existait, donc toute la génération qui avait vécu la liberté sur Internet voyait une à une les portes de la liberté se fermer à travers la, la censure politique, la pire des censures, celle qui cherche à manipuler plutôt qu'à plutôt qu'à rendre une justice, plutôt qu'à rendre acceptable quelque chose. La censure sur la nudité, sur la violence, sur les propos injurieux était acceptable, mais la censure politique ne l'était plus. Voilà.